Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 24e édition de la Journée nationale de l'audition. Comme vous le voyez, on est toujours en vidéoconférence, ce qui veut dire qu'on n'est encore pas sorti de la pandémie. Je ne dirais pas qu'on s'habitue, mais on essaie de s'adapter. Et comme vous le verrez d'ailleurs dans l'enquête, cette crise sanitaire a des conséquences importantes sur l'audition. L'innovation un peu cette année, je dirais, c'est notre mascotte, Jenna. Alors Jenna, c'est un petit lapin, une fille d'ailleurs, qui a de grandes oreilles pour attirer l'attention sur nos oreilles. Alors pourquoi c'est une fille? L'audition, les organes des sens en général, c'est féminin, la vision, l'audition, la sonesthésie, la proprioception. Et puis elle a de grandes oreilles, et ces grandes oreilles sont vraiment essentielles à sa survie, je dirais, puisque, en particulier chez le lapin, les oreilles sont un système d'alarme, et ce système d'alarme permet au lapin de survivre. Et vous verrez que probablement dans la discussion, on abordera ce problème-là, l'audition à l'origine, c'est un système pour communiquer, mais c'est aussi un système d'alarme, et il n'est pas fait pour être sollicité en permanence. Voilà. Donc, vous allez voir j'allais dire, les résultats de l'enquête que je ne vais pas vous dévoiler, mais vous vous doutez bien que cette crise sanitaire a eu des conséquences, notamment sur le télétravail, qui fait que les gens portent de plus en plus des casques sur les oreilles, des écouteurs. Les temps d'écoute, je dirais, nomades ont grandement augmenté. Je crois même ne pas trop m'avancer en disant triplé. Et donc tout ça a des conséquences importantes. C'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc on va peut-être commencer la campagne, j'allais dire, ou la conférence de presse proprement dite. Et je remercie encore une fois Madame la députée Laurence Rossi, qui nous fait toujours le plaisir de participer à cette campagne, puisqu'elle était là l'année dernière, qu'elle est là cette année, et que vraiment, Laurence, c'est un grand plaisir de vous avoir et de voir qu'on reçoit un soutien de la part des élus. Et je voudrais donc maintenant vous laisser la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, et je suis toujours ravie d'intervenir, comme je l'avais fait l'an dernier d'ailleurs, à ces JNA et à cette 24e édition. Moi, je vous remercie de poser ce sujet avec conviction, avec pédagogie aussi, et je crois que c'est tout l'enjeu de l'enquête que vous avez réalisée, dont vous allez présenter ce matin les résultats. Moi, en tant que députée et présidente du Conseil national du bruit, je veux vous assurer en tout cas de ma mobilisation sur ce sujet contre la pollution sonore d'une part, mais aussi au service d'une politique de prévention de la santé auditive qu'il va nous falloir, je le crois, au regard de la crise que nous traversons, renforcer. Donc moi, je vous remercie véritablement de l'attention que vous portez à ces sujets et du travail qui est le vôtre sur cette santé auditive, celle des Français, et cette prévention qui est indispensable. On avance peu à peu, je dois le dire. J'ai fait inscrire la pollution sonore dans la loi, j'ai fait voter quelques amendements qui vont plus loin. On a fait le 100% santé
qui prend en charge une partie des appareillages, mais ça ne suffit pas. Je crois vraiment qu'il faut se situer en amont. Et cette crise sanitaire nous y oblige. Nous avons près de la moitié des salariés qui sont en télétravail et beaucoup d'entre eux utilisent plusieurs heures par jour des écouteurs et ça ne fait qu'accentuer, qu'aggraver, je dirais, le risque vis-à-vis de la santé auditive pour ces salariés. Donc, c'est un nouveau risque professionnel, moi je le crois profondément, dont il va falloir tenir compte. Et puis, s'ajoute à ça, évidemment, le changement de comportement dans notre vie privée, sociale, qui, là aussi, nous expose, puisque nous sommes beaucoup plus devant des écrans. Cette crise aura eu une autre vertu, c'est finalement de réduire, et nous avions fait une enquête d'ailleurs avec le Conseil national du bruit pendant le premier confinement, elle nous a exposé beaucoup moins au bruit extérieur, puisque tout s'est arrêté pendant le premier confinement, et puis les choses ont repris peu à peu, mais elle nous expose davantage au bruit dans le logement, au bruit face aux écrans, et évidemment du fait du port des écouteurs. Voilà, en tout cas, je veux vous assurer, moi, de ma mobilisation pour faire de ce sujet un enjeu de l'action publique et politique qui, malheureusement, aujourd'hui, je le dis, n'est pas pris, je le crois, à sa juste mesure. Donc, tous mobilisés pour faire de la santé auditive un vrai sujet, un véritable enjeu de santé publique. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente matinée. Si, Madame la députée, vous avez vraiment fait une synthèse du problème de l'audition et dans le contexte même de la pandémie et de la santé en général, puisqu'on a trop tendance à penser que le bruit altère uniquement l'audition, entraîne les surdité, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je vous remercie d'être sensible vraiment à ce problème et tout ce que vous faites pour soutenir cette cause. Je pense qu'on va maintenant donner la parole à mon ami le professeur André Chaïs, qui est membre titulaire de l'Académie nationale de médecine. André, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et de voir que tu nous soutiens aussi. Et je te donne donc la parole. Merci Jean-Luc. Bonjour Président, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui, un plaisir professionnel en tant que représentant de l'Académie nationale de médecine et puis un plaisir amical de vous revoir tous dans ces moments effectivement difficiles. Vous avez vu que les visages s'arrondissent, les barbes poussent et c'est bien la suite de notre attaque pandémique. Alors, je suis très heureux de représenter l'Académie nationale de médecine qui vous donne son parrainage cette année encore. Et croyez bien qu'elle vous le donne sans aucune hésitation, avec un vote à chaque fois à l'unanimité pour soutenir tout ce que vous faites au niveau de l'audition, et elle vous en félicite. Alors, la question du jour, c'est place de l'audition dans la santé des Français. Je vais prendre 1 ou 2 minutes pour vous dire quelle est la place de l'audition au cœur de l'Académie nationale de médecine. Eh bien, cette audition, elle est absolument permanente, d'une part par ses membres, puisque vous savez que l'Académie est constituée de 135 membres titulaires qui sont élus et qui font partie du gouvernement, puisque l'Académie répond aux questions gouvernementales dans tout ce qui concerne l'audition. Elle n'a qu'un rôle de conseil, mais elle y est. Et elle est divisée en 4 divisions, et dans la division chirurgie, qui comporte 33 membres titulaires, vous trouvez 3 ORL titulaires et 2 ORL correspondance, qui est à défendre et qui prouve bien que l'Académie porte un œil très ouvert sur les problèmes de l'audition. Alors, si vous visitez le site, et je vous encourage à le faire, et que vous tapez audition, vous verrez que vous obtiendrez 58 réponses. C'est vous dire qu'au cours des dernières années, et de façon continue, notre Académie s'intéresse aux problèmes de l'audition. Elle a présenté récemment un grand rapport sur le dépistage de l'infection cytomégalovirus à la naissance. Vous savez qu'elle touche les enfants et souvent en retardement, cette infection. Elle a présenté un rapport sur le dépistage de l'audition à la naissance. Elle a rapporté
une étude sous la houlette du professeur Lejean qui concernait les nuisances sonores. Et vous savez que ces rapports sont adressés à tous les ministères concernés. Et comme le disait Madame le député, nous estimons que nos efforts doivent être permanents pour être entendus. Et on va voir tout au long de la journée qu'ils ne le sont pas toujours, mais c'est le rôle de l'Académie que d'insister, d'y revenir, etc. Alors, tout cela pour vous dire, et pas mobiliser le micro trop longtemps, eh bien que l'Académie nationale de médecine est à vos côtés pour que l'audition ait une très belle place dans la santé des Français. Et croyez bien que je saurai rapporter devant notre compagnie tout ce qui sera dit aujourd'hui. Et encore toutes mes félicitations à notre président, au bureau et en particulier à Sébastien Leroy qui vraiment a mis toute son énergie à la réussite de ces journées, de ce qui seront très belles. Un grand merci. Et merci à l'Académie. On est vraiment très sensible à votre soutien. Et on va continuer cette journée. Je vais laisser peut-être la parole à Sébastien qui va nous parler de la suite. Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est la 24e édition de la campagne Journée nationale de l'audition, une édition qui s'est réalisée, comme pour vous tous, dans des conditions particulières, comme l'évoquait le professeur Puel, président de l'association. Une année difficile pour nous tous, une année où on est ici, on a tenu à maintenir la conférence et la Journée nationale de l'audition 2021 coûte que coûte, et avec un grand remerciement pour l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus tout au long de l'année 2020 et qui nous permettent aujourd'hui d'être là face à vous, notamment un gros coup de pouce de Malakoff Humanis, avec Michel Polunic et toute l'équipe de Malakoff Humanis qui nous ont soutenus en 2020, le groupe B2V, Clésia, IRP Auto, qui coûte que coûte nous ont aidés à tenir et à être actifs, parce que la JNA, c'est une grande communauté. Nous mettons beaucoup d'énergie, mais cette énergie ne serait rien sans toutes les associations de malentendants sur le terrain, des infirmiers scolaires, la médecine du travail, les services de santé au travail, et j'en oublie bien d'autres, tous les acteurs de la prévention et de la santé, les médecins ORL, les médecins généralistes, les audioprothésistes, les orthophonistes notamment, qui tout au long de l'année et pendant les campagnes Journée nationale de l'audition sont actifs avec la JNA. C'est une grande communauté pour que peu à peu on arrive à intégrer l'audition dans l'hygiène de vie des Français, hygiène de vie et de santé. Mais on voit bien que les modes de vie sont de plus en plus impactants sur la santé auditive et qu'il va falloir, comme le disait Madame la députée, la prendre en compte dans notre schéma de santé et dans le suivi de santé de chacun d'entre nous et de tous. Pour rendre bien actif, effectivement, vous avez vu la petite peluche mascotte Géna, qui est la nouveauté 2021. On a voulu un visuel frais et très dynamique. La peluche mascotte, c'est aussi un défi solidaire. Le jeudi 11 mars, c'est aussi une journée sans écouteurs. C'est le défi une journée sans écouteurs. Pourquoi? Ce n'est pas une journée sans musique, ce n'est pas une journée sans son, mais on peut vivre le son différemment, autrement, en variant nos modes d'écoute, par exemple, mais on va en reparler pendant la table ronde. Ce défi solidaire, plus il y aura de participants dans certaines régions et plus nous pourrons doter les services ORL pédiatriques de cette petite peluche, en partenariat avec Doudou et compagnie, Continuum et Cochléar et Kies, où on est aujourd'hui à une centaine de peluches déjà en dotation possible. Tout n'est pas fini. Si vous avez envie de rentrer dans ce défi solidaire, vous êtes les bienvenus. Et puis également, Jenna, c'est aussi une interview sur les réseaux sociaux depuis hier que vous pouvez découvrir et relayer. C'est un message humaniste et de santé pour tous. Et puis, tout au long de l'année, cette grande communauté, c'est bien entendu le 12 mars, nous continuons à rester actifs, à mobiliser cette grande communauté
de manière à ce qu'on n'oublie pas, puisqu'on le voit très bien et vous allez découvrir dans l'enquête, où si on ne met pas d'énergie, les vieux réflexes reviennent et le risque, c'est qu'on oublie l'audition dans notre schéma de santé, dans notre hygiène de vie au quotidien. Et ça ne touche pas uniquement les jeunes, on verra une fois de plus dans l'enquête les nouveaux chiffres. Et il faut rester actif, il faut se donner de l'énergie les uns les autres pour contrecarrer les vieux réflexes et aller dans le changement, ancrer le vrai changement, comme on dit, autrement. Et là, autrement, c'est une opportunité. Il faut qu'on tire aussi leçon dans notre domaine de l'audition. C'est pour aller vers autrement, faire autrement, vivre autrement, puisque ça joue sur notre agressivité collective également. Donc, nous avons encore beaucoup à faire et nous sommes là, la GNA est là tout au long de l'année. Et il y aura d'autres temps forts comme la musique courant d'été et puis la semaine de la santé auditive au mois d'octobre. Je laisse désormais la parole à Romain Ben-David pour enfin vous présenter les résultats de l'enquête JNA 2020, le nouveau cru 2020, qui n'est pas un cru pour nous agréable, vous le verrez. C'est une alerte, une fois de plus. Romain Ben-David de l'IFOP, je vous laisse la parole pour la présentation de ces nouveaux chiffres qui vont nous motiver. Hein, et toute expérience est bonne pour rebondir. Donc, cette alerte, nous espérons ensemble pouvoir l'utiliser pour rebondir autrement, faire mieux. Nous avons une possibilité entre nos mains pour faire mieux et on va en parler pendant la table ronde. À vous, Romain. Merci Sébastien, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Oui, ok, merci. Donc, on est ravis de présenter effectivement cette nouvelle édition de l'enquête JNA IFOP que l'on mène depuis 2015, donc avec les grands enseignements de cette nouvelle enquête. Après, comme l'a rappelé Sébastien, une année hors norme qui a bouleversé les comportements quotidiens, les interactions sociales, l'organisation du travail. Il est plus que jamais intéressant de nous demander où en est la place de l'audition dans la santé des Français. Alors, cette enquête comporte 3 grandes parties. Une première partie générale et barométrique qu'on a l'habitude de retrouver, qui porte sur la place de l'audition dans l'hygiène de santé des Français. Une seconde partie qui est plus axée sur le quotidien, l'hygiène de vie et l'audition. Et une troisième partie qui s'intéresse aux actions menées, et notamment au parcours de santé et au regard sur l'audition. Quelques mots rapidement sur la méthodologie, donc qui est évidemment important pour la légitimité de l'enquête. Dans la mesure où on est sur un baromètre, c'est important d'avoir le même protocole d'enquête. Celle-ci a été menée auprès d'un échantillon de 1005 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus, ce qui veut dire qu'on peut aussi lire les résultats auprès de catégories de population plus fines qui ont des comportements spécifiques en matière d'audition, notamment les jeunes comme on le voit chaque année, mais aussi, et ce qui est plus nouveau, les télétravailleurs dont le recours et le nombre de personnes concernées a considérablement augmenté depuis 1 an. Et puis, donc, l'enquête est toute récente, elle vient d'être réalisée et elle a été réalisée en ligne. Alors, première partie générale et centrale, la place de l'audition dans l'hygiène de santé des Français, avec un premier résultat qui porte sur la place de l'audition parmi les inquiétudes de santé. On a testé 12 enjeux de santé. On voit que dans l'absolu, l'audition inquiète une partie importante des Français. Pardon, elle se classe en 5e position avec 33% de personnes inquiètes. Néanmoins, c'est en baisse puisque cette année, on voit qu'en premier et en second, la Covid-19 et aussi le cancer préemptent tous les autres enjeux de santé. La plupart sont stagnent ou en baisse et c'est particulièrement le cas de l'audition qui était le 2e enjeu le plus inquiétant l'année dernière et qui rétrograde cette année en 5e position. Le deuxième constat, si on reprend ces mêmes enjeux, mais cette fois-ci sur le niveau d'information, c'est qu'on voit une corrélation un peu inversée entre niveau d'inquiétude et niveau d'information. Pour schématiser, plus on est inquiet, moins quelque part on est informé, à l'exception là encore de la Covid-19, où on est à la fois très inquiet et on recherche beaucoup d'informations, ce qui est évidemment lié à sa récence.
Pour le reste, on voit par exemple que tout ce qui est addiction à la cigarette et à l'alcool, on a un très bon niveau d'information, mais ce n'est pas ce qui suscite le plus d'inquiétude. À l'inverse, si on descend sur ce qui est AVC ou dépression et suicide, le niveau d'information est un peu moins élevé et le niveau d'inquiétude est beaucoup plus fort. Et puis, si on descend sur ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, surdité et acouphènes, on voit que sur 12 enjeux, c'est celui pour lequel une minorité de Français déclare être bien informés. Pour tous les autres enjeux, on a une majorité, une faible majorité, ou parfois une forte majorité qui est bien informée. On est sur une minorité, 44%, pour la surdité et les acouphènes, alors que, rappelons-le, c'est le 4e niveau d'inquiétude, même si cette année, la Covid, cristallise les niveaux d'inquiétude. Pour confirmer ce constat, on a demandé aux interviewés s'ils ont recherché des informations ou des conseils concernant leur audition. Donc, on leur a posé directement la question. Et on voit que cette année, donc au cours des 12 derniers mois, seuls 14% ont recherché des informations. L'avantage, c'est qu'on a une lecture barométrique. On voit que l'année dernière, on était allé sur 21%. Donc, c'est une baisse significative qui confirme ce qu'on a vu avant sur la place dans l'information parmi d'autres enjeux de santé qui tend à diminuer dans la hiérarchie. Alors, si on regarde un petit peu en dessous, en termes d'âge et d'autres types de critères, on voit que c'est assez homogène selon l'âge, c'est-à-dire que le niveau d'information est faible, que l'on soit plus jeune ou plus âgé. En revanche, et ça c'est ce qui est nouveau, on voit un niveau d'information qui est un peu plus élevé que la moyenne, même beaucoup plus élevé parfois, quand on télétravaille. Plus on télétravaille, plus on va avoir recherché au cours des 12 derniers mois des informations ou des conseils concernant son audition. Donc, c'est un peu un premier indice qu'on va voir tout au long de l'enquête qui montre que le fait d'être en télétravail et de l'être fréquemment peut susciter des inquiétudes, c'est-à-dire qu'il y a un vécu en matière d'audition qui pousse à aller rechercher des informations. Quand on s'intéresse à cette minorité, donc ces 14% qui ont été recherchés des informations, on leur demande quel type de canal ils ont utilisé pour réaliser cette recherche. On voit là qu'on est plutôt sur des étiages assez stables. C'est d'abord un professionnel de santé qui est consulté pour 59% des personnes qui ont recherché des informations. Puis, donc on pouvait citer plusieurs réponses, une recherche sur Internet. Donc, on a à la fois le recours à un professionnel de santé et puis toujours cette complémentarité offline, online, entre professionnels de santé et recherche sur Internet. Toujours un peu plus loin dans les motifs de recherche de cette information, quand on demande aux interviewés pourquoi ils ont réalisé cette recherche d'infos ou de conseils, on voit qu'on est d'abord sur une recherche qui est généraliste. En premier, connaître l'état de votre audition, plus que sur une démarche qu'on pourrait qualifier de proactive, qui serait une démarche de contrôle, c'est-à-dire soit contrôler son audition à la suite de l'apparition de sifflements, soit contrôler son audition à la suite de difficultés de compréhension de la parole. C'est d'abord une démarche qui est qui reste très générale. Alors, première question directe liée à la crise sanitaire qui confirme ce qu'on a vu précédemment. La crise sanitaire a-t-elle renforcé votre envie de vous informer sur l'audition? Pour une très grande majorité d'interviewés, très clairement non. 87% ne font pas le lien entre crise sanitaire et nécessité de s'informer. À l'exception toutefois notable des plus jeunes, on verra après qu'ils sont aussi plus nombreux à porter des casques et des écouteurs et qui l'ont davantage fait cette année. Ils ont été un petit peu plus nombreux sans que ce soit massif à rechercher des informations. Et puis notre nouvelle entre guillemets par son nombre, population de télétravailleurs qui qui font un lien plus fort entre crise sanitaire et envie de s'informer sur l'audition. Donc, on a vu à l'issue de cette première partie qu'il y avait à la fois un petit peu moins d'inquiétude pour l'audition, moins d'informations surtout. Le seul enjeu de santé sur 12 testés où une minorité de Français ont été recherchés des informations. Évidemment, la Covid focalise et a cristallisé cette année l'attention, mais les Français ne font pas le lien direct, en tout cas, entre la Covid et l'audition, alors qu'on va voir qu'il y a des liens qui sont réels et qui sont sous-jacents, qui ressortent dans cette enquête, à l'exception toutefois notable parfois des plus jeunes et surtout des personnes en télétravail. Donc, on aborde maintenant une partie plus spécifique qui est l'hygiène de vie des Français et l'audition.
avec un premier résultat sur l'expérimentation de difficultés de compréhension de la parole dans différentes situations. Donc, on a testé un grand nombre de situations et on a demandé aux interviewés s'ils rencontraient des difficultés de compréhension de la parole dans ces situations. On voit qu'une très forte minorité à chaque fois nous répondent oui. Alors, c'est plutôt du oui rarement que du oui souvent. Néanmoins, si on agrège tous ces oui parfois, on arrive finalement au quotidien à un oui souvent dans une compréhension générale de la parole. Ça concerne les interactions avec les autres, donc les interactions au sens large, plus spécifiquement les réunions de télétravail, les conversations au téléphone, l'écoute de la télévision, de la radio, les repas de famille, bref, tout ce qui peut constituer une journée normale. On voit aussi, là encore, comme d'habitude, les jeunes sont surreprésentés donc, dans quasiment la plupart des interactions testées, mais aussi les catégories populaires et notamment les ouvriers qui sont plus nombreux à rencontrer des difficultés de compréhension de la parole dans différentes situations. Autre question, diriez-vous que le port du masque sanitaire complique la compréhension de la parole? Là, on a ici une conséquence très forte de la crise sanitaire, avec une réponse quasi unanime, 81% qui nous disent que oui, le port du masque sanitaire complique la compréhension de la parole, alors que pour autant, on a vu que ça ne conduisait pas à plus s'informer ou à plus rechercher des informations sur l'audition. Là, le lien, il est évident. Et il est même encore plus fort, alors qu'on est déjà sur une moyenne de 81%, auprès des plus jeunes, auprès des catégories modestes, on monte à 88%, et puis logiquement à ceux qui ont déjà fait des recherches d'informations. Alors, une question centrale aussi, qui est la fréquence d'écoute de différents matériels d'écoute, qui peut paraître, si on l'a posé les années précédentes, assez banale, et qui prend beaucoup plus de relief cette année. On a demandé aux interviewés à quelle fréquence ils utilisent différents matériels d'écoute. On voit qu'on est parfois sur des fréquences massives, notamment pour ce qui est des haut-parleurs sur le téléphone. 76% l'utilisent et 36% souvent. Pareil pour le haut-parleur de son ordinateur. Or, on ne peut pas dire que ces deux matériels sont particulièrement efficaces en matière de protection auditive. C'est ce qui ressort le plus. On a aussi beaucoup les enceintes connectées en Bluetooth. Et puis, signe toujours de cet effort de pédagogie qui est important de continuer, on voit que l'écoute via des écouteurs ou des casques sans réduction de bruit sont beaucoup plus massifs que l'écoute d'écouteurs ou de casques avec réduction de bruit. Donc, on n'est pas sur une hiérarchie là qui est très rassurante. On voit là encore que les plus jeunes sont davantage concernés par ces comportements d'écoute et aussi un peu davantage aussi les CSP-. Alors, sur les volumes sonores maintenant de cette écoute, on a demandé aux interviewés sur une échelle de 0 à 100% à quel volume environ diriez-vous que vous réglez le plus souvent le son de vos écouteurs ou de votre casque. Les réponses sont assez partagées. On a un échantillon coupé en deux, avec 48% qui déclarent écouter les sons sur une échelle de volume inférieure à 50% et 48% supérieure à 50%. Mais au-delà de ce clivage, on a surtout des clivages générationnels sociaux et liés au télétravail qui sont très élevés, puisqu'on voit que pour ceux qui ont une écoute plus faible, on va retrouver davantage de plus de 35 ans, donc de personnes plus âgées, qui sont majoritaires à déclarer régler le son à un niveau de volume inférieur à 50%, les 35 ans et plus, les cadres et ceux qui sont en télétravail. En revanche, parmi ceux qui écoutent à un niveau beaucoup plus élevé, on a une très forte proportion de jeunes, 57% des 15 à 17 ans, 66% des 18-24 ans. Dans le clivage social, on a une majorité aussi de catégories modestes ou de foyers avec 3 enfants ou plus. Donc, on a non seulement un échantillon très partagé, mais aussi très clivé dans le volume, la proportion du volume d'écoute. Sur la durée quotidienne, toujours sur les utilisateurs d'écouteurs ou de casques, on demande quelle est la durée quotidienne. On voit que pour une bonne majorité de l'échantillon, on est sur une écoute relativement faible, puisque 34% nous disent moins d'1 heure, 19% entre 1 heure et 2 heures, donc on dépasse 50%, et puis 35% qui n'utilisent jamais de casque ou d'écouteurs, mais avec là encore 2 exceptions, l'une traditionnelle, l'autre plus nouvelle.
les 15-17 ans qui sont sur des horaires, des fréquences d'écoute, des durées d'écoute qui sont massives, mais aussi encore une fois, notre population de télétravail et surtout ceux qui travaillent la plupart du temps dans la semaine, qui ont une durée d'écoute beaucoup plus élevée, dont on peut penser qu'elle est en partie nouvelle, puisqu'on a vu que cette année, au-delà du nombre de personnes en télétravail, c'était aussi la fréquence du recours en télétravail qui a particulièrement explosé. Alors là, on l'a vu de manière indirecte. Quand on pose maintenant directement la question, depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous le sentiment que cette durée d'écoute quotidienne s'est allongée? On en a 39% qui nous disent oui. Alors pourtant, on ne part pas de zéro, hein, le résultat pourrait être trompeur. On ne demande pas si la durée d'écoute est réelle, on demande juste si elle a augmenté. 39% nous disent que cette durée d'écoute qui existait déjà a augmenté. Donc là aussi, c'est une conséquence forte de la crise sanitaire. Encore une fois, surtout pour les plus jeunes, les personnes en télétravail, mais aussi les CSP-. Donc ce qu'on voit là très clairement, c'est que la crise sanitaire accélère, aggrave les inégalités en matière auditive et en matière de danger pour son audition. Autre question directe liée à la crise sanitaire, le fait d'avoir ressenti des gênes ou des troubles auditifs suite à l'utilisation d'écouteurs ou de casques. On a quasiment la même proportion qui nous répondent oui, 39%, ce qui veut dire qu'en peu de temps, en un an, on a 39% de la population qui écoute via des oreillettes ou un casque des différents sons, qui nous disent qu'ils ont vu apparaître des troubles auditifs. Et si on fait le lien avec le fait que peu ont pourtant cherché de l'information ou peu considèrent que l'audition nécessite d'aller rechercher de l'information, on voit bien que les conséquences de la crise sanitaire ne sont pas perçues directement, mais qu'indirectement, indirectement, de manière sous-jacente, elles sont véritablement réelles. Si on regarde auprès des jeunes, ça atteint même des scores massifs, puisque 50% des moins de 35 ans et 59% des 18-24 ans nous déclarent avoir ressenti des gênes ou des troubles auditifs depuis le début de la crise sanitaire. Les taux qui sont également très élevés auprès des personnes en télétravail. Donc, ce qu'on a vu dans cette partie, c'est au quotidien des difficultés de compréhension de la parole dans différentes situations qui font qu'au final, on a des difficultés qui, dans une journée, surviennent assez fréquemment, et puis un impact fort de la crise sanitaire, d'abord dans le port du masque qui entraîne une difficulté de compréhension de la parole, mais aussi à la suite d'une durée d'écoute de son avec des casques et des écouteurs qui s'accélèrent, et le sentiment d'avoir plus de gêne auditive par rapport aux situations précédentes, avec des populations particulièrement touchées, les plus jeunes, les CSP- et les personnes en télétravail. Donc, on aborde maintenant la dernière partie qui est le parcours santé et les regards sur l'audition, avec une première question qui est l'acteur privilégié en cas de ressenti d'une gêne auditive momentanée. Si vous ressentiez une gêne, quel acteur irez-vous voir en premier? Alors, on voit que ce qui est rassurant, c'est que dans les deux premiers ressortent le médecin traitant et l'ORL. 46% iraient voir leur médecin traitant, 19% un ORL, et on descend à 17% pour les proches, 4% pour un audioprothésiste. Ce qui est néanmoins un petit peu plus inquiétant, c'est que quand on regarde pour ceux qui consulteraient d'abord leurs proches, qui ne sont pas proprement parlé des spécialistes, on a surtout les plus jeunes, c'est-à-dire les 15-17 ans et les 18-24 ans, et puis aussi une partie des CSP- qui consulteraient d'abord des proches avant d'aller voir un médecin traitant ou un médecin ORL, ce qui n'est pas forcément le bon réflexe en termes de spécialistes consultés. Autre question qui est pour le coup assez classique et qu'on pose chaque année, avez-vous déjà réalisé un bilan complet de votre audition chez un médecin ORL? 53% l'a fait ou a l'intention de le faire. En revanche, on voit que ceux qui l'ont véritablement fait cette année ne sont que 41% et que c'est en baisse par rapport aux années précédentes. On était à 51% en 2020, à 47% en 2019, et on a quasiment la réponse qui explique pourquoi il y en a eu moins. C'est qu'on voit sur le bas du graphique que 12% avaient l'intention de le faire, mais ont dû le reporter à cause de la crise sanitaire. Donc là aussi, on voit un impact
très fort direct de la crise sanitaire qui, pour 12% de la population, a consisté à reporter le fait de réaliser un bilan de son audition chez un médecin ORL. Alors, question sur l'acceptation de porter des aides auditives en cas de problème d'audition confirmé. Là, on est sur un résultat qui est plutôt rassurant, puisqu'on a 85% des Français de 15 ans et plus qui accepteraient de porter des aides auditives, que ce soit prothèses, appareils. Donc, c'est assez rassurant, même si là, on a encore un clivage générationnel et social, puisque les plus jeunes et puis les catégories, les CSP-, sont un peu plus nombreux que la moyenne à nous dire non. Néanmoins, il reste quand même minoritaire. Et si on s'intéresse à cette minorité, donc à ces 15% qui répondent non, on leur a demandé pourquoi, évidemment, quelle est la principale raison. Ce qui préempte largement le reste, c'est le prix, en tout cas aux yeux des interviewés, hein, le fait que ce soit trop cher pour 21%. Donc, c'est plus une question de prix que véritablement de conviction, qu'un refus de conviction. C'est-à-dire beaucoup moins nous disent ça marque le vieillissement ou ce n'est pas esthétique, qui là, pour le coup, est une véritable conviction négative dans le fait de porter des aides auditives telles que des prothèses ou des appareils. Dernière question et une nouvelle question, la notoriété du dispositif de remboursement des prothèses auditives. Avez-vous entendu parler du nouveau dispositif de remboursement des prothèses auditives 100% santé? On a une petite majorité, 51% des Français qui en ont entendu parler. Mais au-delà de ce score général, on a de nouveau un clivage assez net, générationnel, social, puisque les plus jeunes et les CSP- en ont beaucoup moins entendu parler, alors qu'on a vu pour beaucoup que le prix, pour ceux qui ne voulaient pas porter de protection auditive, jouait un rôle majeur, ce qui démontre encore une fois, ce qui montre l'effort d'information important qu'il convient de faire, surtout après une année hors norme, où on a vu que les enjeux auditifs étaient beaucoup moins prégnants, alors que pour autant l'impact de la crise sanitaire sur sa santé auditive est réel, que ce soit dans les difficultés de compréhension de la parole avec un masque, que ce soit dans l'augmentation de la durée d'écoute des casques ou des écouteurs, ou le sentiment d'avoir davantage de troubles auditifs. Voilà, je vous remercie. Sébastien, je vous repasse la parole et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Romain, mais les questions, effectivement, tout la place là à l'ensemble des participants et aux journalistes présents. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des questions suite à la présentation de ces résultats? Voilà, donc n'hésitez pas à indiquer la petite main ou à prendre la parole pour poser des questions à Romain Ben David suite à cette présentation des résultats. Qui ose se lancer? On voit que ces résultats interpellent sur les modes de vie, interpellent sur le besoin d'information qui est orienté lorsque gêne auditive ou problème auditif, et pas encore en prévention totalement primaire. Des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux bien faire un commentaire pour lancer le débat, si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, professeur. Oui, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Luc et les ORL qui m'entendent, mais pour moi, d'abord, je vous félicite pour ce remarquable travail et puis pour sa présentation. Mais ce que je retiens pour moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y ait tant de Français qui soient mal informés concernant la prise en charge, le remboursement et les performances des prothèses auditives. Alors, je vais vous livrer un petit secret. L'Académie a mis, enfin pas un secret, mais l'Académie de médecine a mis en place une plateforme de communication rapide pour réagir très vite aux gros problèmes de GPA, de greffe d'utérus, tous les grands problèmes du moment. Bon, j'ai la première communication à porter sur les maladies rares et je ne voulais pas que l'audition soit en reste, donc j'ai profité de votre journée de l'audition pour dire mais on peut faire un rapport sur l'audition, etc. Mais il n'y a pas de réaction ultra rapide à donner et j'ai été extrêmement surpris
de voir à quelle vitesse ceux de cette commission rapide, qui sont 10 membres, m'ont dit non, 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 l'audition, il faut absolument faire, c'est un problème très urgent, etc. Alors on comprend bien qu'avec la moyenne d'âge des académiciens, les problèmes de presbyacousie sont majeurs. Mais j'ai été très surpris de voir que dans cette cellule de 10, il y en avait 8 qui ne savaient rien des performances actuelles des prothèses auditives, qui ne savaient absolument rien de la prise en charge et du reste à charge zéro ou peu de choses, des mesures gouvernementales, ou s'ils le savaient, ils étaient noyés dans les informations, ils ne savaient pas. Ils m'ont demandé d'écrire un article pour les éclairer, ce qui va être fait, et à la fois, ça me permettra de citer à nouveau le JNA. Donc, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que peut-être que nous qui sommes dans le métier, nous n'y faisons pas assez attention. On en parle beaucoup entre nous, mais on n'en parle peut-être pas assez à l'extérieur de notre environnement. Parce que je suis très sidéré que, vous avez vu, en plus dans les milieux les plus défavorisés, 70% des gens ne savent pas que la prise en charge peut être possible sans obstacle financier. C'est pour moi le plus important. Alors, est-ce que les ORL font bien leur boulot? J'en suis pas convaincu, parce qu'ils devraient dire à tous ceux qui voient, écoutez, voyez avec votre audioprothésiste, la prise en charge, c'est pas l'obstacle là. Et on nous a dit longtemps, les gens ne sont pas appareillés parce qu'il y a un obstacle financier. Il est maintenant levé. Est-ce que la levée de l'obstacle financier est si efficiente que ça? Et est-ce que les audioprothésistes ont une bonne communication vis-à-vis du reste de la population? C'est moi ce qui m'a sidéré, ce qui m'a étonné le plus dans votre remarquable étude, et je vous félicite, et pardonnez ma logorée qui ne s'arrange pas. Un signe bonne santé. Frédéric, peut-être en ORL, toi, au syndicat, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que le discours ORL a changé depuis 3 ans vis-à-vis de l'adaptation audioprothétique? Oui, je pense que quand même, parmi les professionnels ORL, la notion du 100% santé est bien intégrée et le discours par rapport aux patients est relativement clair. Maintenant, comme on l'a vu dans l'étude, la difficulté, c'est un peu la perception de la surdité par les personnes en général. On voit qu'il y a assez peu de personnes, in fine, qui sont allées voir des professionnels de la surdité comme des ORL, des audioprothésistes, et beaucoup ont un peu la stratégie de l'autruche. C'est-à-dire que soit c'est une fatalité, la surdité, ça vient avec l'âge, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel, alors que ça n'est pas le cas, quelque chose qu'on peut corriger, ou alors c'est un signe de vieillissement, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir sur soi, et on détourne le regard. Donc en fait, il faut changer ces regards, je pense, de la population vis-à-vis du déficit auditif. Ce n'est pas une fatalité, c'est comme les lunettes. Aujourd'hui, porter des lunettes, c'est quelque chose qui est vraiment dans les mœurs, qui est courant, que tout le monde fait, et ça ne pose aucun problème social. Alors que la perte auditive et l'appareillage, il reste encore avec ces stigmates du vieillissement, alors qu'en fait, une perte auditive peut arriver à tout âge, hein, ce n'est pas uniquement du vieillissement. Et je pense que l'effort, il est à faire aussi par les pouvoirs publics dans ce sens-là, de dédramatiser quelque part la perte auditive, comme c'est le cas pour la vision. Oui, je dirais aussi l'effort, il est à faire par des associations comme la nôtre, parce que l'audition a toujours souffert d'une méconnaissance importante. Hein, je veux dire, c'est culturel. On plaint des gens qui ont des problèmes de vision, on est moins compassionnel pour quelqu'un qui a des problèmes d'audition. Mais je crois que cette idée encore que quand on a des problèmes de surdité, on n'est plus bon à rien, existe toujours. Hein. On fait répéter, on a l'air bête. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne veux pas mettre des auditives parce que ça fait vieux, tout simplement. Et dans notre société, être vieux, ce n'est pas une valeur positive, contrairement à d'autres sociétés où la vieillesse est de la sagesse. Voilà, je crois qu'il faut encore travailler contre ce mal, j'allais dire, invisible. Et puis cette audition, elle est tellement naturelle, présente, on a toujours ses oreilles ouvertes et qu'on ne les voit plus à un certain moment.
D'autres. N'hésitez pas à intervenir, poser des questions. Et on voit effectivement que les a priori ont encore la peau dure. On le voit au travers de l'enquête, où on n'arrive pas à faire le lien entre cette exposition sonore, cette consommation d'écouteurs et la fatigue, ne serait-ce que la fatigue en fin de journée. Quand on accompagne les équipes salariés, managers, ce lien entre fatigue, lassitude que vous évoquez au travers des enquêtes ne s'établit pas. Voilà, donc il y a encore de l'information à réaliser, à créer ces passerelles dans notre compréhension entre le fonctionnement du cerveau et les mécanismes de l'audition. Donc, c'est comme si on n'avait pas cette connaissance que les mécanismes étaient au service du bon fonctionnement du cerveau au quotidien et que toutes nos expositions sonores peuvent provoquer un effet domino au cours de la journée et venir aggraver la fatigue, les pertes de concentration. Et puis, a fortiori, si on prend garde, c'est là où les cellules, à un moment donné, peuvent lâcher à tout moment et lâcher notamment en sifflement et bourdonnement. Ces fameuses acouphènes. Et on voit là dans l'enquête que 30% des télétravailleurs ont évoqué des gênes auditives pendant la période, là, depuis un an, du fait probablement de cette écoute prolongée des écouteurs. C'est pour ça qu'on a lancé le défi Une journée sans écouteurs pour qu'on sorte des écouteurs greffés. D'ailleurs, professeur Pluet, professeur Venaille, est-ce que nos oreilles sont faites pour être greffées avec tant d'appareils là, je parle des écouteurs, des casques à longueur de journée. On est sur les modes de vie avant de parler effectivement des aides auditives qui sont la solution médicale aujourd'hui. Oui, je vais peut-être intervenir. Est-ce que nos oreilles sont faites pour absorber autant de bruit? La réponse, elle est claire, c'est non. On a aujourd'hui les mêmes oreilles que Cro-Magnon ou Néandertal. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et Néandertal, il utilisait ses oreilles, bon, comme je disais tout en introduction, d'une part pour communiquer. Et quand je vous parle, c'est des sons qui oscillent entre 40 et 80 décibels. Voilà. Et puis, les oreilles, c'est aussi un système d'alarme. Mais un système d'alarme pas permanent. C'est un système d'alarme pour vous mobiliser, pour que vous puissiez fuir, que vous puissiez attaquer, que vous puissiez vous défendre. Voilà. Et donc, c'est un système qui dynamise le corps. C'est pour ça que les sportifs mettent des écouteurs pour faire du shooting, par exemple, et se donner de se motiver, mobiliser toutes les ressources, mais être en permanence dans le bruit, on n'est pas fait pour ça. Et le corps s'épuise, on se fatigue, on a des problèmes de sommeil, on a voilà. Et donc, l'oreille n'est pas faite pour recevoir autant de bruit. Voilà. Quand je dis autant de bruit, c'est la musique amplifiée, c'est les bruits de la ville, etc. On n'a pas une oreille qui a été, j'allais dire, conçue par l'évolution pour ça. Quand vous dites autant de bruit, c'est autant d'énergie, de pression, c'est ça, sur l'ensemble des mécanismes de l'audition. On parlait souvent que l'oreille est la même qu'à l'époque de Néandertal. Oui, je dis autant de bruit. Bon, il y a des normes dans la législation du travail, c'est 80 décibels pendant 8 heures. Quand on rajoute 3 décibels, c'est 83 décibels pendant 4 heures. Sinon, il faut se protéger les oreilles. 86 pendant 2 heures, etc. Chaque fois, ça double. Mais ça, c'est une norme pour protéger l'audition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même cette norme, elle n'est pas vraiment suffisante dans la mesure où il y a des études qui montrent qu'à 80 décibels pendant 8 heures, on a fait des études chez des ouvriers exposés, et à la fin de la journée, on avait une élévation des seuils auditifs. Alors, pas énorme, c'est de l'ordre de 10 décibels, et qui reviennent le lendemain matin à la normale. Et donc, vous avez des seuils auditifs comme ça qui oscillent, et donc ça vous montre quand même que l'oreille, elle s'abîme. C'est même à 80 décibels. Voilà. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est, et vous le savez tous, les gens qui travaillent dans le bruit, c'est la plainte des instituteurs, par exemple, hein, des scolaires. Quand vous travaillez en permanence dans le bruit, ou dans des cantines scolaires ou autres, ça vous épuise, le bruit, ça vous épuise. Et donc, ça a des conséquences sur la santé en général. Voilà. C'est ce qu'on sous-estime beaucoup aussi. Vous dites, professeur Puel, que ça revient à la normale. Alors, pourquoi ça revient à la normale? Quand je dis ça revient à la normale, ça veut dire que les seuils audiométriques reviennent à la normale. Ça ne veut, et sachant que des seuils audiométriques voilà, ne mesurent pas l'intégrité complète de l'oreille, on peut se poser des questions sur les effets du bruit à 80 décibels pendant 8 heures tous les jours. Moi, ce que j'ajouterais peut-être, pardon. Est-ce que je peux intervenir? Dans le domaine de l'oreille, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'intègre pas forcément au cours de ces journées. Est-ce que c'est une réalité, le temps de ça va aider les cellules? Alors déjà, en complément à ce que disait le professeur Puel, le système auditif, c'est un système qui ne se repose jamais. Même quand on dort, on entend. Donc, c'est un système, si on ne le met pas volontairement au repos, il ne se mettra jamais au repos. Donc ça, c'est une donnée très importante. Si on reprend toujours l'exemple de la vision, vous fermez les yeux, vous êtes dans le noir, vous êtes tranquille. L'audition, il n'y a aucun moyen de vraiment se couper complètement, à moins de se mettre dans un milieu sonore calme et de stopper le son, et c'est un acte volontaire la plupart du temps. Alors après, en termes de récupération, on le voit sur les différentes études qu'a cité le professeur Puel. Après, c'est le repos et le fait de dormir souvent et d'être au calme qui permet cette récupération, toujours au niveau de l'audiogramme, donc du test qu'on va faire, qui est vraiment un test le plus simple et le plus, je dirais, direct pour mesurer l'audition, mais qui ne mesure pas toutes les fonctions du système auditif. Notamment, on ne mesure pas la fatigue auditive, on ne mesure pas des tas de choses dont des personnes se plaignent et qu'on ne peut pas vraiment appréhender de manière simple par des tests classiques. Donc, certes, l'audiogramme, on voit des récupérations, mais c'est juste une partie, vraiment la partie émergée de l'iceberg. Cette partie récupération auditive, elle ne tient pas compte d'autres problèmes tels que la fatigue, comme on a parlé avant. Je crois qu'il y a une question parmi les participants. Moi, je voulais intervenir, Jacques Fuentinos de France Acouphènes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, on vous entend. Donc voilà, je voulais juste confirmer les chiffres qui ont été donnés par rapport aux jeunes. Pas plus tard qu'hier. Une question, on ne vous entend pas, le micro? Vous m'entendez là? Pas de micro. Vous m'entendez? Nous, on vous entend très bien. On vous entend, oui, oui. Le temps de régler. Peut-être qu'ils nous écrivent la question. Voilà, n'hésitez pas à écrire les questions. S'il y a un petit problème de micro, un problème technique, je vois des mains. Il y a aussi André Chaïs, la main. Oui, moi, allez-y. Nicolas aussi. Oui, pardon, je voulais faire une remarque. Effectivement, ce que cette enquête montre, c'est qu'on a affaire à différents enjeux auditifs qui sont en contradiction. Il y a à la fois un système d'alarme qui est absolument essentiel. Les professionnels de santé ont conscience des risques, mais en plus, il faut reconnaître que l'audition, c'est un système hédonique. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de recherche de plaisir qui fait que les jeunes en particulier cherchent à s'immerger dans le son. Et ce qui peut nous apparaître, nous, comme du bruit, c'est-à-dire nocif, peut être recherché avec appétence par des sujets qui cherchent justement à s'immerger. On voit ce phénomène des sifflements bourdonnements aussi augmenter au sein de la population, probablement aussi du fait, là pour le coup aussi, de l'information. Vous êtes nombreux journalistes à parler des acouphènes de plus en plus dans vos sujets, dans les magazines, à la radio, à la télé. Roselyne Nicolas, vice-présidente de France Acouphènes, est-ce que vous, cette année, vous avez vu le nombre de personnes venir à l'association, téléphoner à l'association, prendre contact pour ces gènes qui peuvent vraiment être envahissantes au quotidien? Oui, nous avons eu de plus en plus de personnes qui nous contactaient. Nous savons aussi que les personnes, quelquefois, avaient des traumatismes sonores et qui ne savaient pas où aller à cause de la Covid. Et ils hésitaient à aller voir un médecin. Donc, on était obligés, nous, de les diriger vers
en insistant pour qu'ils puissent aller donc, consulter, surtout aller voir un ORL. Et par contre, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont assisté à nos groupes de parole en visioconférence. En fait, comme les personnes ne pouvaient pas se déplacer, qu'elles étaient très angoissées, elles avaient vraiment besoin d'échanger. Et donc, à Francfort, on a mis des groupes de parole en visio tous les 15 jours. Et nous avons au moins une dizaine de personnes, 10-12 personnes qui s'inscrivent chaque fois. Nous en faisons maintenant dans les régions pour que les personnes de la région puissent avoir le bénévole de la région. Et ces groupes de parole leur permettent de vraiment soulager leur angoisse, de vraiment parler de leur inquiétude. On est là pour les rassurer, on est là aussi pour les conseiller et les écouter surtout, parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir de l'écoute. Et ça, c'est vraiment, ça s'est aggravé, je dirais, durant la Covid. Les appels téléphoniques aussi ont été très importants. Et chaque fois, on s'emploie justement à les rappeler là-dessus. On est obligé, bien sûr, de faire du télétravail beaucoup. C'est certain que ça n'arrange pas les choses parce que les personnes qui sont avec des écouteurs tout le temps nous le disent, n'arrivent pas à se concentrer et nous disent que vraiment c'est quelque chose qui est très lourd pour eux. Et on essaie de les conseiller le mieux possible à ce niveau-là aussi. Et c'est vrai qu'il est temps que les choses se terminent un petit peu pour pouvoir faire les choses en présentiel et que les personnes elles puissent vraiment aller consulter en fonction de besoins qui quelquefois est très urgent. Oui, effectivement, il est important de ne pas rester isolé. On le voit encore, un grand nombre de personnes ne consultent pas le médecin ORL en cas de troubles auditifs et voire d'acouphènes associés. Voilà, s'il y a un message pour les personnes qui souffrent de sifflements, bourdonnements passagers ou permanents, et effectivement, ne restez pas seul, il y a la plateforme d'écoute de France Acouphènes, et puis consultez la règle d'or, on le voit, hein, la pratique de consultation du médecin ORL n'est pas encore intégrée dans le parcours de santé des Français, et notamment des Français, on voit une grande disparité sociale et une disparité en générationnel, en termes d'âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous, Frédéric Venac, vous avez vécu là, le fait? Est-ce qu'il y a plus de consultations, moins de consultations au fil des années, puis pour cette année particulière? Alors, cette année, elle a été un peu particulière parce que vu la réduction des capacités d'accueillir les patients en consultation, forcément, des délais de rendez-vous se sont allongés ou des consultations ont été annulées. Et comme, évidemment, comme on l'a vu dans l'étude, les problèmes d'audition n'étaient pas toujours jugés comme prioritaires, des gens ont différé leur consultation, ce qui après les a amenés à venir dans des situations qui pouvaient être parfois dramatiques, notamment en cas d'acouphène, parce que certes, il y a le problème auditif, mais il y a aussi toute l'anxiété qui a été engendrée par la période de la Covid, et cette anxiété a beaucoup augmenté les acouphènes chez les personnes. Bon, ceci étant, et mettant cette petite parenthèse d'un an à part, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des gens consultés, et de plus en plus jeunes, pour des problèmes d'audition, donc notamment de gêne dans le bruit, et que on voit, hein, il y a une évolution au niveau sociétal. Alors, c'est favorisé par l'exposition au bruit, c'est favorisé aussi par le changement des pratiques de travail. Bon, là, c'est plus trop à la mode, mais à l'époque, le travail en open space, souvent, était générateur de difficultés pour les personnes parce que l'environnement sonore était défavorable, donc ils étaient plus fatigués, ils étaient plus gênés pour comprendre dans le bruit. Et puis là, actuellement, c'est vrai que le recours aux visioconférences, notamment, qui après l'utilisation du masque, rend plus critique cette perception du son en général, puisque comme on le voit et comme on peut le constater avec certains problèmes techniques, la qualité de la retransmission du son, elle est fondamentale pour comprendre en réunion. Et si on n'a pas cette qualité-là, en fait, on va s'épuiser au travail, on va avoir des difficultés à communiquer, ce sera beaucoup plus difficile pour les personnes. Pour répondre à Isabelle Soublet, c'est professeur Venac qui vient effectivement de s'exprimer. Et on voit bien les modes de vie, hein, vous l'évoquez, sont en train, autrefois la perte de l'audition, la presbyacousie, cette évolution naturelle avec l'avancée en âge, comme on peut le vivre à partir de 50 ans pour la vue, était une des premières causes. Et là, on voit bien le fait, hein, des modes de vie qui, nous, en tant qu'association, avec les associations de terrain et tous les acteurs, nous alertent au quotidien, nous met parfois même en rage avec
les enseignants, les médecines scolaires, les médecines du travail, le fait des modes de vie est en train donc d'augmenter, en tout cas en train d'aller vers, comme le disait peut-être l'OMS en 2050, les troubles de l'audition au sein de la population. Pourquoi nous, en France, pays occidental dit riche, on semble ne pas considérer l'audition parmi les essentiels de santé? Jean-Luc Puel, professeur Venaille, est-ce que vous avez... Pourquoi aujourd'hui, l'audition n'est encore pas considérée suffisamment comme un essentiel de santé par les Français? Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Hein. C'est le fait de l'ignorance? Je pense qu'il y a l'ignorance, il y a le manque d'information. Moi, juste peut-être, je change un peu de sujet, mais cette enquête, là où elle m'a vraiment interpellé, c'est sur la fracture sociale. Bon, d'abord, on se rend compte que c'est les... On s'en doutait, mais là, on a vraiment des chiffres pour dire que c'est les classes les plus défavorisées qui sont le plus mal informées et les plus mal prises en charge. Donc, ça, c'est quand même un vrai problème hein, qu'il faut qu'on aborde et qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Et le deuxième élément qui, moi, m'a aussi alerté, c'est cette crise sanitaire, comme dans bien des domaines, elle a marqué les difficultés. Et évidemment, c'est vrai d'un point de vue économique, mais c'est vrai aussi d'un point de vue santé, où quand vous êtes malentendant, vous souffrez plus, puisqu'on est dans une société de communication et que malgré tout, on le voit là, la vidéoconférence, le téléphone, etc., c'est quand même pas l'idéal pour communiquer, ou alors il faut avoir un équipement très sophistiqué, et encore une fois, qui peut se payer des équipements sophistiqués? Donc c'est toujours les gens qui ont les moyens. Plus vous rajoutez à ça le port du masque. Moi, j'ai essayé là, de mettre un masque transparent, mais vous voyez que même les masques transparents, il y a de la buée. Donc, c'est pour les malentendants, c'est vraiment cette crise de réelle difficulté. Mais c'était très surprenant dans cette enquête, effectivement, cette fracture sociale qui est très marquante sur cette fracture sociale, qui est vraiment très marquante sur cette enquête 2021 par rapport aux autres enquêtes baromètres qui ont pu être réalisées. Comme vous le dites, il y a vraiment l'effet de la fragilisation de cette année. Donc, c'est un élément que l'association, avec les acteurs du terrain, vont investir cette année, que ce soit les personnes fragilisées, malentendantes, acouphéniques, mais aussi comment permettre aussi aux personnes plus fragilisées socialement d'accéder à l'information, d'accéder à la consultation. L'association le travaille déjà avec des acteurs qui œuvrent dans les foyers d'immigrants, qui œuvrent également dans les missions locales aussi. On accueille des jeunes qui sont en difficulté de parcours scolaire et professionnel. Voilà, c'est des choses qu'on va accentuer d'autant plus cette année. Les modes de vie, c'est quoi un environnement sain? Il y a des questions peut-être? Oui, je vois une question sur le manque de masques qui permet de lire. Il y a non seulement, encore une fois, un manque de masques transparents, mais il y a aussi, encore une fois, un problème de prix. Un masque transparent, c'est cher. Donc, on revient sur le clivage social entre les classes aisées, on l'a bien vu, hein, les classes aisées, les catégories socio-professionnelles plutôt aisées et les catégories ouvriers et modestes en termes de revenus. Excusez-moi, mais c'est quoi cher et est-ce que c'est efficace comme masque? Alors, c'est efficace s'il n'y a pas
de buée. Alors, moi, là, j'en fais l'expérience, il y a quand même souvent de la buée. Donc, c'est mieux qu'un masque qui voile complètement, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Quant au prix, le prix, on est rapidement 20 à 30 fois le prix d'un masque classique. Hein. Donc après, ça, on va sur des sommes qui sont inférieures à 10 € hein, pour la plupart des masques. Mais enfin, ça représente quand même une certaine somme, sachant que les masques de ce type-là, les masques inclusifs, doivent être aussi changés comme les autres. Hein. Donc, voilà. Je crois que Jacques Fréquinos veut témoigner sur la prévention auditive dans les lycées, parce qu'il en a fait une hier. Oui. Et je pense qu'il a peut-être quelque chose à dire. Jacques Fréquinos. Oui, bonjour. Donc, en fait, vous m'entendez là? Oui. Donc, j'ai commencé des préventions auditives dans les lycées. Et j'ai commencé hier dans un lycée en région parisienne où j'ai eu l'occasion de faire une communication auprès de 2 classes de première. Donc, des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans. Sur les 2 demi-classes de 15 élèves, dans un groupe, il y avait 5 lycéens qui avaient entendu des acouphènes ou qui en avaient encore, sur un groupe de 15, et dans l'autre groupe, il y en avait 3. Quand je leur ai posé la question, est-ce que vous avez consulté? 0 n'ont consulté. 0 n'ont eu leurs parents qui s'en sont occupés. Quand je leur ai demandé quelle était l'utilisation de leur smartphone ou autre, eh bien, ils étaient à longueur de journée avec des casques ou des oreillettes dans les oreilles, sans aucune pause, même si certains disaient qu'ils étaient inférieurs à 85 décibels, la plupart restaient à longueur de journée avec ces oreillettes ou ces casques sur les oreilles. Et ce que j'ai demandé auprès des enseignants qui étaient là, s'il y avait des dépistages concernant l'oreille, dans le lycée, il n'y en a aucun. Ils ont fait un forum santé une fois par an pour présenter un petit peu toutes les pathologies, mais il n'y a pas, comme il y a quelques années, des dépistages comme ça se faisait de la vue et de l'ouïe. Et ça, c'est quand même embêtant parce qu'il y a quelques années, lors d'un dépistage, lors d'une prévention auditive, avec un collègue, on a comme ça pu déceler un enfant qui avait de l'hyperacousie, qui avait des douleurs dans les oreilles quand il y avait du bruit. On l'a constaté en faisant un test du fonctionnement du sonomètre. Et l'enseignant croyait que cet élève était un peu autiste et qu'il s'isolait au niveau de la cour de récréation. Donc, je crois qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'enseignement sur le dépistage. Et c'est ce que nous montrent les interventions de France Acouphènes dans les établissements scolaires. Et ça reflète totalement ce qui est dit dans le sondage que la JNA a fait. Merci Jacques. Merci. André. Oui, moi ce que je pense, et depuis le début, je voulais vous dire ça, c'est que manifestement, dans notre discours, il y a deux choses. Il y a l'organe périphérique, l'oreille mécanique, qui permet la transformation du son en signal électrique. Ça, c'est une partie nécessaire, mais totalement insuffisante. Alors lui, il souffre quand il reçoit des décibels du point de vue mécanique. Mais derrière, il y a toute la cognition, l'audition qui bouscule. Et en fait, les gens pensent, la norme est une fausse norme parce que c'est une norme mécanique. Elle dit l'oreille ne souffre pas s'il n'y a pas plus de 80 décibels dépassant les 8 heures, ce que nous a expliqué tout à l'heure le professeur Puel. Il a raison. Mais derrière, écouter pendant 8 heures à 80 décibels, il vaut peut-être mieux écouter 5 minutes à 100. Donc, le phénomène social vient bien d'être évoqué par notre président de France Acouphènes. Un enfant qui écoute 8 heures de ses écouteurs dans la journée, c'est qu'il n'a pas envie de parler aux autres. Le problème est social, il est bien au-delà de l'audition. Donc, quand on dit audition, tout le monde pense oreille. Vous voyez, et quand je vois le petit lapin derrière Jean-Luc, je vois mes oreilles, le secret, etc. La plupart des Français pensent mes oreilles, l'organe périphérique, qui n'est qu'une petite partie c'est le haut de l'iceberg. Et donc, il faut bien insister là-dessus. Et Nicolas Daumont, qui m'entend, le sait très bien, le phénomène social
est énorme. Si vous écoutez votre voisin parler, si vous l'aimez bien, il peut monter de 10 décibels, ça ne vous dérangera pas. Si vous le détestez, il a beau baisser tous les décibels qu'il veut, vous le haïrez dès que vous entendez le moindre bruit venant de sa part. C'est pareil pour les couples qui entendent le ronfleur à côté d'eux. Il y a 1000 exemples comme ça pour dire que bien différencier le fait d'entendre et d'écouter. Alors certes, il faut protéger l'organe périphérique, mais il faut aussi protéger toute la chaîne auditive. Merci. Merci André. Merci. Je rejoins André Chaïs, effectivement, c'est un problème qui est complexe parce que l'oreille est traversée par différents enjeux. Il y a à la fois cette référence à l'alarme, au système défensif, mais l'oreille aussi, on le voit bien, c'est un organe qui cherche du plaisir. Et donc, ce qui, pour nous, professionnels, peut apparaître comme une nuisance, comme une atteinte en termes de bruit, pour les personnes qui vont écouter de la musique forte, c'est un plaisir. C'est un son qui est recherché avec appétence. Et donc, un des enjeux, c'est d'essayer de faire comprendre que cette appétence, elle peut conduire effectivement à des conséquences qui peuvent être extrêmement dommageables. Et de ce point de vue-là, moi, je suis frappé de voir combien les personnes qui ont une audition normale méconnaissent toutes les complications que représente le fait de vivre avec une perte auditive. Il y a vraiment un décalage d'expérience, et ça, ce sont les personnes malentendantes qui nous montrent à quel point c'est difficile, quand on entend bien, de se représenter ce qu'est mal entendre. Et c'est peut-être aussi par là qu'il y a un certain nombre de ces préjugés dont nous continuons de parler. On a du mal à se représenter qu'une personne puisse bien entendre à certains moments et à d'autres moments ne pas bien entendre du tout. Et ce qui frappe le plus une personne malentendante, c'est de s'entendre dire « mais tu entends quand tu veux, ce qui t'arrange ». Alors qu'en fait, c'est un handicap qui est très contextuel. Donc, il y a une dimension sociale qu'il nous faut absolument aborder, effectivement. Merci Nicolas Demont. On va revenir vers vous là, dans quelques minutes. Quand on parle de mode de vie, là, on est sur les modes de vie, les comportements sociaux, le cadre de vie. Catherine Secchi, architecture et santé, comment on peut aussi, via le bâti, via la réflexion sur ce qui nous reçoit pour vivre dedans, comment on peut créer des environnements sains, peut-être plus sains. Je vous laisse la parole, Catherine. Oui, c'est au titre de l'architecture et de la santé, mais aussi au titre de la santé publique que je parle, en tant que présidente de la Société régionale de santé publique Occitanie. C'est vrai que hier, avec les étudiants, on a abordé ce sujet justement du bruit, de l'audition, parce qu'on travaille sur des facteurs qui sont en santé et en environnement de vie, qui peuvent être favorables ou défavorables, des facteurs qui peuvent être des facteurs d'agression. Et dans les facteurs d'agression, il y a la pollution, et la pollution sonore en fait partie. Et je leur posais la question de savoir quelles étaient les solutions que l'on pouvait avoir en trouvant des facteurs que l'on appelle de réparation. Les facteurs de réparation, c'est quoi? Ça peut être des facteurs individuels, mais ça peut être aussi des facteurs collectifs. Le facteur individuel, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on peut se couper des autres. Il suffit de mettre du coton dans l'oreille et on arrive à se couper des autres et à trouver un silence qui est apaisant. Mais en même temps, si vous vivez dans un environnement bruyant, et c'était le cas par exemple des constructions des années 70, on ne se préoccupait pas d'isoler le plafond, ce qui fait que le matin, à 8h ou à 7h ou à 6h, quand vous vous réveillez, c'est peut-être le voisin qui vous servait de réveil, parce que vous l'entendiez se lever, vous l'entendiez aller aux toilettes, vous l'entendiez prendre son petit déjeuner. Et effectivement, à l'heure actuelle, le bruit est devenu quelque chose qui est inacceptable dans certains domaines, mais par contre acceptable dans d'autres. Il y a les bruits intérieurs dont on vient de parler, mais il y a les bruits extérieurs. Il y a les bruits des voitures. Dans les bruits des voitures, on a trouvé des facteurs de protection puisqu'on a fait les voitures électriques. La voiture électrique, c'est la pollution pour les gaz à effet de serre, mais aussi la pollution bruit. Par contre, là, on est devenu un facteur d'agression avec la pollution voiture électrique, avec la voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait plus de bruit. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé tout à l'heure du système d'alerte. On n'entend plus rien. Donc la voiture, on ne l'entend pas arriver. Donc on en arrive à l'absurde de dire on fait des voitures qui ne font plus de bruit,
mais on va lui donner un bruit pour qu'on puisse l'entendre. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, que c'est complexe. De quelle façon l'audition, le bruit est acceptable ou pas acceptable? De quelle façon on va le traiter? Mais par contre, il est inacceptable qu'un tout petit n'entende pas. Pourquoi? Parce que si un tout petit n'entend pas, ça veut dire qu'il ne fera pas l'acquisition de la parole. Donc, le bruit, quand même, est nécessaire. Il est nécessaire pour notre développement personnel, pour les apprentissages. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire rentrer l'audition, c'est-à-dire l'ouïe, dans les 5 sens, bien sûr, mais dans ce qu'on traite maintenant, qu'on appelle One Health, c'est-à-dire une santé globale. Il faut arrêter de le dissocier, de le sectoriser, de le tronçonner. Ce n'est pas l'audition à partir de 15 ans, parce que les enfants écoutent la musique est très forte. C'est le son, l'ouïe, dès la naissance. Parce que les 5 sens, ça nous suit toute la vie. Et on sait bien que si on n'entend pas bien, eh bien effectivement, l'apprentissage du langage devient difficile. Mais par contre, on a besoin de la vue pour compenser. Et là, en ce moment, avec le masque, ce qui nous gêne, c'est que la vue ne nous permet pas de compenser ce que l'on n'entend pas bien. En termes d'architecture de santé, effectivement, pour répondre à votre question, Sébastien, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises sur la table, mais elles ne peuvent pas être mises de façon sectorielle. Il faut que l'on réfléchisse tous ensemble et que l'on se pose ensemble des questions. Quels sont les bruits acceptables? Quels sont les bruits inacceptables? Quels sont les facteurs de réparation? Quels sont les facteurs de protection? De quelle façon on peut faire des facteurs de production de santé avec le bruit? Parce qu'une chanteuse d'opéra, le bruit est indispensable pour elle puisqu'elle est capable de définir toute la gamme des sons possibles. Mais par contre, elle sait quelle est la gamme qui lui sera néfaste. Donc, il faut que l'on travaille tous ensemble à faire en sorte que cette One Health soit une réalité quotidienne et pas simplement dans nos environnements de vie habitat, mais dans nos environnements de vie globaux. Enfin, c'est ce qui me semblait important pour moi de faire passer comme message. Vous savez que je suis obligée de vous quitter. Professeur Puel, merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup Catherine. Oui, effectivement, c'est un peu ce que disait le professeur André Chaïs, hein, le bruit et les sons sont toujours très, très, très connotés. Ça, c'est indéniable. Et je pense que ça, il faut revenir à... Si on a quand même choisi cette année cette mascotte qui est un petit lapin, bon, c'est un peu du cocooning et c'est de la calinothérapie, mais c'est pour mettre l'accent sur cette chose hyper importante, c'est que le son, c'est du plaisir. Et si on veut garder, dans tous les cas, ce plaisir du son, d'abord, il faut protéger ses oreilles, et puis il ne faut pas se faire agresser par des sons qui sont connotés négativement. Voilà, c'est un peu, j'essaie de résumer à ma manière ce que vous avez dit, mais c'est le son plaisir, et il ne faut surtout pas s'en priver et dégrader l'avenir. C'est l'opéra qui vous a marqué. Oui, entre autres. Non, mais quand vous interveniez, moi je pensais à la mer. Ah, oui. Voilà, j'adore le bruit des vagues, etc. Et c'est vrai que quand on fait une analyse spectrale de ce type de son, c'est aussi, en termes de fréquence, ça ressemble étrangement à un bruit d'autoroute. Voilà. Moi, j'adore m'endormir avec le chant des cigales. Alors non. Mais il y a des bruits apaisants, et puis par contre, il y a des bruits très stressants. Hein. Oui, je dis des cigales, d'autres diraient des grillons. Ça varie en fonction des individus. On l'a bien vu avec plusieurs histoires là, actuellement sur des personnes qui vivent dans un mode citadin, urbain, qui ont une maison à la campagne, et puis après, ils sont gênés soit par la cloche du village ou par le coq qui les réveille le matin. Alors que les gens qui vivent habituellement dans cet environnement ne sont pas du tout gênés par ce type de bruit. Donc après, il y a aussi la façon dont on va vivre dans son environnement sonore et comment on va s'y adapter. Il y a des facteurs qui vont faire qu'on est plus ou moins résilient dans ce contexte-là.
Et puis quand même, un élément sur lequel je veux rebondir, qu'a mis en lumière aussi le professeur Chaïs, c'est le côté schizophrénique du port des écouteurs, y compris les écouteurs actifs qui vous séparent complètement de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a une réflexion là-dessus, même s'il y a le côté plaisir d'entendre la musique, etc., mais il y a quand même une volonté de ne pas vivre avec les autres, ce qui est aussi un des problèmes des écouteurs. C'est effectivement un problème qu'on rencontre également sur les espaces de travail, parce qu'on a parlé des jeunes, en tout cas les écouteurs, le mode de consommation des écouteurs par les jeunes, mais c'est un problème auquel on est confronté quand on va auprès d'équipes de salariés, de managers sur les espaces de travail, puisque un jeune qui vient sur l'espace collectif, qui met dès son arrivée les écouteurs sur les oreilles, on ne sait pas ce que ça signifie. Est-ce qu'il veut se mettre dans sa bulle et se protéger d'un bruit subi du collectif? Est-ce qu'il n'a pas envie de communiquer? Et quand on échange avec les managers, ça questionne également comment aborder ce collaborateur qui a mis ses écouteurs. Comment je fais? C'est une vraie problématique aussi dans l'entreprise. Certains groupes sont dans des réflexions de règles de vie collective et d'autres groupes ont décidé que les écouteurs n'avaient pas de place sur les espaces collectifs. Par contre, il y a bien entendu la mise en place de casques de travail ou télétravail spécifiques à disposition. Voilà, mais les écouteurs dépassent les jeunes et on le voit bien de plus en plus dans les enquêtes. Ce n'est pas que les jeunes, ce ne sont pas que les jeunes qui vivent avec les écouteurs greffés. Catherine? Je voudrais rajouter qu'à l'heure actuelle, quand même, c'est aussi un problème d'éducation. Parce qu'on voit des mamans qui ont des bébés dans les poussettes avec un écran devant, je l'ai vu, hein, et je suppose que vous l'avez tous vu, un bébé en poussette avec un téléphone, un écran, des oreillettes pour qu'il entende ce qui est le dessin animé qui est en train de passer. Donc je pense que quand même là, il y a une sensibilisation importante à mener au niveau des familles, au niveau de l'éducation, mais de l'éducation familiale, mais aussi de l'éducation dans les écoles, pour expliquer aux enfants qu'à 8 mois, on n'est pas dans une... Enfin, aux parents, qu'on ne met pas un enfant à 8 mois dans une poussette avec des écouteurs. Parce que quand même, il arrive un moment où après, l'enfant, il considère ça comme quelque chose de normal. Donc après, si on va lui dire à 18 ans, mais attends, tu as les oreilles flashées parce que tu as porté ça, il ne va pas comprendre. L'éducation, c'est une éducation qui commence très tôt. Et puis avant, moi, je pensais qu'elle commençait à l'âge de 2-3 ans. Mais maintenant, elle commence encore beaucoup plus tôt. Beaucoup, beaucoup plus tôt. Ce qui veut dire comme la nutrition, exactement. Intégrer l'audition dans l'éducation à la santé. Dans le One Health, c'est ça. Hein. C'est intégrer toute l'éducation qui passe aussi par l'éducation auditive. Donc, bouger plus, manger mieux et gérer ses expositions sonores, du coup. Oui. Écouter mieux. Écoutez mieux, comme disait également le professeur Chaïs. Merci Catherine. Je crois que vous deviez effectivement nous laisser. Des questions, des interventions? Oui, c'est Jacques là. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, il y a un jeune hier en classe, quand je lui ai dit qu'il fallait faire une pause pendant 10 minutes par heure de ses oreilles, il m'a fait la réflexion, oui, mais quand j'enlève mes écouteurs, que je suis dans le silence, je stresse un peu, je panique. Donc, il est habitué, comme drogué, pour avoir constamment quelque chose dans l'oreille. Et il dit non, je sais pas mettre mes oreilles dans le silence. Voilà. C'est vrai que c'était assez bizarre, cette réflexion venant d'un jeune de 17 ans. Effectivement, Jacques, comme le disait Alain Corbin, historien du silence, qui a écrit sur l'histoire du silence, qui s'excuse, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Effectivement, aujourd'hui, dans notre société, le silence équivaut à une angoisse, alors que l'espace de silence, qui n'est pas le 0 décibel, comme disait Frédéric Venaille, puisqu'il n'existe pas dans notre cadre vie naturelle, le silence est normalement pour Alain Corbin, hein, je cite, l'espace de création de la pensée. Et qu'effectivement, on est parti dans cette société, là c'est plutôt Camus qui disait une société stridente, hein, on est dans ce mimétisme social où effectivement les écouteurs, on a tendance à les mettre de plus en plus jeunes à nos enfants,
par mimétisme social, par mode de se représenter, de se reconnaître socialement, habitant dans la même société, le même groupe. Et puis, tout ce mimétisme social qui peut aller jusqu'à, et là où ça pose beaucoup de problèmes sur les espaces de travail, une personne qui parle fort parce qu'il y a des familles qui parlent plus fort que d'autres. Il y a, pour rejoindre Jacques également, Jacques Fouenne-Kinos, président de France Acouphènes, qui parlait des interventions en école. Effectivement, il est important d'aller dans les écoles. La JNA va aussi avec IAP Auto dans les centres de formation pour apprentis et on se rend compte qu'il y a à peu près quand même 30% à chaque fois des groupes classes qui souffrent d'acouphènes passagers ou permanents chez des jeunes qui ont moins de 20 ans, qui sont en apprentissage. Le port du protecteur qui n'est pas encore acquis, malgré tout le travail des professeurs de PSE dans les centres de formation pour apprentissage. Donc là encore, on a à agir. Mais ce qu'on voit aussi quand même dans le positif, c'est que ces actions de dépistage, les actions que l'on mène et qu'on associe le dépistage, les jeunes et la population est prête au dépistage. Quand on l'amène sur site en entreprise, quand on l'amène sur site en école ou auprès de seniors, ils viennent très volontiers au dépistage. Et c'est un formidable outil, on le voit, le dépistage, même si là, c'est des dépistages de repérage et non des dépistages médicaux amenant à poser un diagnostic, puisque c'est le médecin ORL qui est habilité à poser un diagnostic. Ces dépistages de repérage permettent malgré tout de faire de la prévention personnalisée. Sur les outils de dépistage, justement, comment on pourrait généraliser le dépistage? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'on entend dire, voilà, la tonale, la vocale, quand on est commun des mortels, comment se positionner sur cette affaire de dépistage, Frédéric Benaille? Alors voilà, le dépistage et le repérage sont des questions qui sont assez importantes. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'audiométrie, ça c'est du test diagnostique, ça a été fait par des professionnels de santé, on n'est déjà plus dans cette démarche de dépistage, on est passé au-delà. Maintenant, comment est-ce qu'un individu à son domicile, ou je dirais dans des conditions relativement simples, peut tester son audition? Aujourd'hui, grâce au smartphone, pas que des inconvénients, on a pas mal d'applications de dépistage qui sont développées et qui permettent à une personne de tester son audition dans plusieurs conditions, dans le bruit, dans le silence, et d'avoir quand même des résultats qui sont assez intéressants et qui peuvent faire prendre conscience d'un problème et amener ensuite à consulter vraiment pour, à ce moment-là, vraiment un diagnostic médical. Mais on va dire qu'aujourd'hui, la situation est relativement favorisée par rapport à quelques années, puisque les applications, qu'elles soient sur smartphone ou tablette, permettent de le faire. On voit effectivement Frédéric Benaille, encore un Français sur deux qui n'a jamais réalisé le bilan de son audition. Et c'est un chiffre qui reste, malgré tout le travail effectué par les ORL, par les audioprothésistes, par les associations, par les acteurs de prévention dans les mutuelles, etc. Ça reste un chiffre encore, un Français sur deux. C'est ma 10e campagne, c'est 10 ans que je vois ce chiffre. Effectivement, peut-être que ces applications vont permettre aussi d'intégrer le dépistage dans l'hygiène de santé, quelque chose de plus naturel, de faire son dépistage d'audition comme son dépistage sanguin ou autre, pour l'intégrer à l'hygiène. Et on a vu, là, on parlait de marquage social, mais il y a aussi des marquages géographiques, il y a aussi des populations qui n'ont pas forcément un médecin ORL à proximité. On parle un petit peu moins, mais la téléaudiologie, est-ce que ça va permettre, est-ce que ça peut permettre justement à des populations plus éloignées où il y a moins de médecins généralistes, moins de médecins ORL, est-ce qu'on va avoir un avènement de la téléaudiologie en médecine ORL, en santé ORL? Alors là, je vais prendre ma casquette de vice-président du syndicat national des ORL pour vous donner quelques chiffres. Déjà, il faut savoir qu'actuellement, on est à peu près 3000 ORL en France. Et que sur cette population d'ORL, il y en a à peu près la moitié qui a plus de 50 ans. Donc ça veut dire que c'est une population qui va forcément décroître dans le temps et que les contraintes liées au numerus clausus et d'autres facteurs font que le nombre ne va pas augmenter. Donc pour pouvoir permettre d'avoir un accès aux soins de qualité, il va falloir changer un peu les pratiques pour permettre aux gens d'avoir de nouvelles modalités de consultation et d'accès aux soins. Et là, effectivement, la téléaudiologie fait partie des outils, mais ce n'est pas le seul qui va permettre de le faire. Donc l'idée étant de se dire, est-ce qu'on peut, à distance, pour des gens qui vont habiter dans des zones qui sont reculées, qui sont des déserts, qu'on appelle des déserts médicaux, mais généralement ce sont des déserts tout court, hein. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'école, des gens qui sont isolés. Donc comment est-ce que ces personnes isolées peuvent accéder aux soins? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement et la diffusion de l'Internet haut débit
permet, et on a les outils de pouvoir faire, comme on l'a vu pendant la période du Covid, de la téléconsultation. Et parmi les outils disponibles, on peut faire aussi de la téléaudiologie, donc faire des bilans auditifs à distance et faire un certain nombre de gestes qu'on ne pouvait pas faire avant et qui vont permettre de résoudre au moins en partie l'accès aux soins des personnes qui sont un peu isolées. Et pour les personnes pour qui ce sera nécessaire, ensuite de venir consulter en présentiel pour confirmer le diagnostic et bénéficier d'une prise en charge si elle est nécessaire. Merci Frédéric, effectivement c'est important des populations qui n'arrivent pas à se déplacer pour des raisons physiques, des raisons géographiques. C'est important également de sortir de ces clivages, le clivage social, le clivage géographique et de mobilité. Et on voit bien, le son, c'est à la fois du plaisir, c'est un plaisir individuel via la musique, c'est aussi un plaisir collectif partagé. Hein, c'est là où on est un petit peu en difficulté depuis un an parce qu'on n'arrive plus à vivre ces moments partagés via les festivals. Et on soutient tous les artistes qui sont en difficulté depuis un an et dont certains parrainent l'association comme les LEG par exemple. Mais il y a le son plaisir, mais on voit aussi que le son peut aussi nous toucher dans notre dignité. En tout cas, la difficulté d'accès au sonore peut nous toucher dans notre dignité. Et qu'en plus, il y a un marquage social. Nicolas Domans, c'est un sujet, effectivement, cette question de toucher l'image de soi, de la dignité. Qu'est-ce que, Nicolas? Oui, alors ce que je peux vous en dire, en fait, ce sont un état des lieux qui vient de groupes de parole de personnes malentendantes et qui explique combien perdre l'audition, c'est finalement perdre sa place dans la société. Et l'audition, donc en plus de cette dimension de plaisir, de communication, c'est aussi ce qui fait le lien avec les autres. Et les personnes malentendantes que j'ai rencontrées montrent combien elles se trouvent toujours en retard par rapport à ce qui s'échange et à la communication. Alors pourquoi parler de dignité? C'est un mot qui semble un peu grand. C'est dans la mesure où une personne qui est en situation de vulnérabilité court plus de risques de ne pas être respectée. Et on sait combien c'est difficile non seulement d'entendre quand on est malentendant, mais aussi de se faire entendre, parce que c'est un handicap qui est très contextuel, qui va varier en fonction des interlocuteurs. Certains vont être très bons communicants, d'autres beaucoup plus mauvais. Et donc, il y a toujours sur le handicap auditif une suspicion qui est très lourde à porter pour les personnes malentendantes. Je reviens sur cette expression, tu entends ce que tu veux. C'est vraiment ce qui blesse la dignité de la personne malentendante parce qu'elle redouble d'efforts pour rester dans le lien avec les autres. Et cependant, comme elle ne peut pas toujours tout entendre, elle apparaît comme quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts. Donc il y a une vraie difficulté sur cet aspect-là. Et moi qui suis extérieur aux questions d'ordre technique et médical, je me demande dans quelle mesure les messages qui communiquent autour de l'idée de restaurer intégralement l'audition, dans quelle mesure ça éclaire les personnes entendantes sur ce que c'est que mal entendre. Comme si c'était difficile d'arriver à envisager que pour une personne malentendante, la phrase manque de mots. Il manquera toujours une part de l'information pour la personne malentendante. Et c'est à partir de là que le besoin de dignité, c'est d'abord, en plus en tout cas, un besoin de considération, en plus donc de l'aide par l'appareillage. Donc moi, j'insiste sur cette idée. Si le message de prévention est destiné à autre chose que simplement les oreilles, c'est les oreilles nous permettent de rester avec les autres. Et c'est ça qu'il faudrait préserver. Oui, c'est un formidable lien avec les autres. C'est le lien avec les autres. Effectivement, ça peut faire la conclusion de notre. C'est le lien avec les autres. L'oreille est le lien. C'est un lien dès notre vie fétale jusqu'à la fin de vie. Et on a eu tendance, on l'a dit tout à l'heure, par désinformation, ignorance, à ne pas le considérer. C'est un facteur, si on prend garde à travers l'oreille, on peut aller vers l'agressivité relationnelle. On le dit sur les open space, alors qu'on a la capacité. C'est un petit peu comme si dans notre société, on avait une main invisible qui produit le bruit. Alors, il y a des bruits résiduels, bien entendu, des pelleteuses, des marteaux-piqueurs dont il faut se protéger. Mais sur les espaces collectifs, le bruit, ce n'est pas les autres.
Le bruit, c'est chacun d'entre nous, on est producteur de bruit. Et si on y prend garde, effectivement, on va avoir une gêne auditive par ce bruit collectif qui est en dessous des 80 décibels d'heure, du seuil réglementaire, sur certains espaces de travail collectif dans le tertiaire. Et ces bruits qui sont en place vont venir gêner la compréhension de la parole, vont venir gêner les performances cognitives, vont venir gêner la relation sociale. Et sachant que la relation sociale, Frédéric Venaille, Jean-Luc Puès, vous me direz si je me trompe, c'est le plus grand stimulant pour notre cerveau. Pour l'optimiser, on a encore à faire. Il faut qu'on ait une qualité relationnelle. Et l'oreille, effectivement, depuis la vie fétale, est un enjeu de cette qualité relationnelle. Comme disait Catherine Secchi, on acquiert le langage associé au son qu'on va analyser grâce à l'oreille. Et donc, c'est un formidable outil. C'est comme si on n'avait pas conscience d'avoir des choses à portée de main pour faire mieux autrement. Et effectivement, faire mieux autrement, c'est également intégrer le dépistage dans son suivi régulier de son audition. Un dépistage, on pourrait dire quoi? Tous les 5 ans, tous les 3 ans, c'est quoi s'il y a une bonne norme? Et ça dépend de son environnement sonore. En fait, le dépistage, il doit être adapté à ses pratiques, comme pour n'importe quel autre type de dépistage. Là aussi, on voit un peu les carences du système. C'est dans le dépistage qui doit être fait en médecine du travail. On se rend compte qu'in fine, il y a assez peu de gens qui sont dépistés par des audiogrammes régulièrement en médecine du travail. Alors après, je dirais, en termes de dépistage individuel, en fonction de son âge et de son exposition au bruit, qu'elle soit professionnelle ou au niveau de loisir, on va dire que passer l'âge de 40-45 ans, un dépistage tous les 3-4 ans, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait déraisonnable, mais si on se sent gêné, de toute manière, il ne faut pas attendre ce délai, il faut aller consulter ou faire un dépistage le plus rapidement possible. Il n'y a pas de date butoir. C'est des recommandations et après, c'est sa gêne personnelle qui doit guider l'accès au dépistage. Effectivement, Frédéric Venaille, souvent, professeur Puel me le rappelle, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de moment, hein, comme vous le dites, par rapport à ses expositions sonores, par rapport à la gêne de compréhension de la parole au cours de sa vie quotidienne. Et comme vous le disiez en entrée, le professeur Venaille, tout le monde peut à un moment donné être dans une gêne de compréhension de la parole qui s'installe, et pas uniquement les plus de 50 ans, les sexagénaires, les seniors, hein, les seniors. Voilà, dès que vous avez une gêne de compréhension de la parole qui vous amène aussi à avoir envie d'arrêter de communiquer, c'est aussi le bon indicateur pour aller consulter. Comme le disait le professeur Puel, cette année, on a choisi effectivement la petite mascotte lapin parce que effectivement, il fallait aussi du positif dans cette vie qui est difficile pour nous tous ces derniers temps. Mais c'est aussi se faire du bien, vous disiez professeur Puel, et se faire du bien, dans se faire du bien, effectivement, les grandes oreilles. On a tous des grandes oreilles qui sont des vrais radars dans notre quotidien, à la fois pour l'alerte, vous l'avez dit, mais l'alerte, c'est quelque chose d'important puisque c'est aussi le socle de sécurité intérieure, qu'on soit jeune ou moins jeune. On a besoin de s'appuyer sur cette sécurité intérieure pour savoir si on est apaisé dans son environnement ou non. Mais c'est aussi entendre les autres, échanger avec les autres, communiquer avec les autres. Et là, on est un petit peu en difficulté parfois avec les visioconférences en télétravail ou autre. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on a choisi cette petite mascotte de manière à se faire du bien et entrer l'oreille dans se faire du bien. Se faire du bien, c'est aussi sortir des cloisonnements en entreprise. On est sur des programmes de bien vivre et bien vivre dans l'entreprise. Il faut décloisonner, comme disait Nicolas Demant. Ça touche aussi la dignité individuelle, mais quand ça touche la dignité individuelle, c'est aussi toute l'intelligence collective et sociale que ça touche. Donc, il est important d'intégrer l'oreille. Alexandra Guinaud, on a monté ensemble, effectivement, on a lancé le défi Une journée sans écouteurs et puis surtout le défi de pouvoir s'appuyer sur la mascotte JNA, que ce soit individuellement, mais aussi pour offrir au service ORL pédiatrique. Alexandra Guinaud, vous êtes avec nous sur... Oui, bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandra Guinaud, responsable marketing Doudou et compagnie. Oui, responsable marketing communication. Alors,
la parole et je suis très contente d'assister à votre conférence de presse qui est très... Pour nous présenter juste en quelques mots, nous sommes un groupe français situé... Nous avons quelques problèmes de connexion, Alexandra. Nous fabriquons des doudous et le doudou que vous voyez, la mascotte Jenna et compagnie, nous sommes très fiers qu'elle soit la mascotte Jenna. D'honneur à les concevoir en pensant à l'éveil des sens. Pour rappeler un petit peu le rôle du doudou, Doudou et compagnie, c'est un produit qui a du sens, c'est un lien entre les parents et l'enfant lorsqu'il y a une séparation, un départ. Quand je dis le lien, il va faire la transition. On parle d'ailleurs d'un... Effectivement, Alexandra, ça passe très très mal. Effectivement, pour reprendre un petit peu votre... ça passe très mal, Alexandra, je me permets de résumer notre rencontre. Oui. Effectivement, Doudou et compagnie, on est sur un doudou, donc un objet transitionnel pour se faire du bien. Et pour développer les sens, puisqu'on va aider aussi l'enfant à développer ses sens au travers de la relation à son doudou. Et c'était l'histoire commune, c'est-à-dire d'intégrer aussi l'oreille dans le développement des sens. Mais ça ne concerne pas que les enfants. On est tous concernés pour réintégrer l'oreille au quotidien, que l'on travaille, que l'on télétravaille, qu'on soit à l'école également, qu'on pense à nos oreilles pour décupler. On a vraiment, si on le fait, si on le teste, d'ailleurs on peut le tester au quotidien, intégrer les temps de récupération, moduler ses formes d'écoute, un peu d'écouteurs ou de casque, on lâche les écouteurs et casques, on fait l'enceinte nomade et puis surtout la règle d'or de temps de récupération. On peut gagner en vitalité, on peut gagner en optimisation, être moins agressifs les uns envers les autres, s'enfermer dans les écouteurs comme on a tendance à le faire nombreux, et c'est pas que les jeunes, à s'endormir avec les écouteurs. Effectivement, ça va jouer sur l'oreille et au travers de l'oreille, au-delà des mécanismes de l'oreille, ça va jouer sur notre qualité relationnelle. Et on a besoin de gagner en qualité relationnelle, c'est pour ça qu'il y a plein de programmes de qualité de vie qu'on travaille à l'école, qu'on travaille, mais n'oublions pas l'oreille. Il faut décloisonner la qualité de vie au travail. Ce n'est pas que la lumière, ce n'est pas que la température, ce n'est pas que la circulation du son, c'est aussi comment moi, individuellement et collectivement, je vais prendre en compte l'oreille. Voilà pourquoi le doudou, parler d'objets transitionnels, mais ça peut être aussi nous faire penser au quotidien, en tout cas de l'avoir en tête, mes oreilles, le secret de ma forme, pour lâcher les écouteurs. Et c'est un défi que vous allez voir aussi apparaître en télé, grâce à un partenaire, le label Maître Audio, qui nous permet à la JNA de faire passer le défi une journée sans écouteurs à la télé ce jeudi 11 mars. Mais surtout ce jeudi 11 mars, et c'est l'essence même de la JNA à cette création, c'est le dépistage. Donc, même si, j'allais dire malgré le contexte, tous les professionnels ORL, audioprothésistes, ont mis en place toutes les mesures sanitaires strictes pour pouvoir vous accueillir sur rendez-vous. Par contre, pour les mesures sanitaires, prenez rendez-vous pour faire votre dépistage, puisqu'encore un Français sur deux n'a jamais réalisé son dépistage de l'audition. Il ne faut pas attendre d'avoir bobo, c'est aussi une prévention, c'est aussi savoir où en est son capital. Le capital auditif, on ne le remplace pas. Donc, il est important de le préserver le plus longtemps possible. Les aides auditives vont vous apporter du confort, mais elles ne vont pas remplacer les cellules qu'on a disparues. Elles vont essayer d'optimiser, d'aider le cerveau à optimiser pour maintenir le lien social. Donc, il est important à tous les âges de la vie d'intégrer le repérage, le dépistage de son audition. Donc, n'hésitez pas. La plupart du temps, on va vous dire que tout va bien. Donc, allez-y, poussez les portes, prenez rendez-vous, utilisez les applications. Et puis, s'il y a des services de téléconsultation, quand vous habitez sur des territoires retirés, utilisez ces services. Ne restez pas avec une perte auditive non repérée.
Ne dites pas c'est normal, je suis âgée, c'est normal, ça va passer, l'oreille ne s'habitue pas au bruit. Et oui, effectivement, il y a le fait de vieillissement naturel, mais on sait qu'il faut rester en contact social pour que notre cerveau fonctionne le mieux possible. C'est le message aujourd'hui de la JNA. Merci beaucoup. Merci Frédéric Benaille, merci professeur Puel, merci Roselyne Nicolas Domand qui nous a rejoint également, le professeur Chaïs qui était le parrain président d'honneur de cette édition. Merci Alexandra pour cette belle aventure du doudou. Voilà, prenez soin de vous, pensez au doudou, même si vous ne l'avez pas avec vous, même si vous ne l'avez pas à côté de l'ordinateur, pour penser à lâcher les écouteurs, pensez au doudou et vous allez le voir sur les réseaux sociaux, relayez ce message de vie pour qu'on trouve le plaisir, qu'on garde le plaisir, comme disait le professeur Puel, garder le plaisir de la musique, garder le plaisir du partage. On peut le faire, mais attention, votre oreille peut lâcher à tout moment, on ne sait pas quand. Il faut vraiment veiller, être vigilant et puis faire le dépistage. Merci beaucoup à tous, à très bientôt et merci de relayer l'information, de transmettre ce message de vie. À très vite. Merci, merci beaucoup, on n'y manquera pas. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.